Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'accélération du réemploi sur les territoires. On va garder encore peut-être juste quelques minutes très rapides pour que tout le monde puisse se connecter et puis on démarrera la séance. Cécile, est-ce que tu vois la marée qui monte? Oui, effectivement, on atteint la centaine de connectés et on va bientôt démarrer pour pouvoir tenir le timing. Donc bonjour à tous et tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce webinaire. Nous allons évoquer aujourd'hui le rôle clé que peuvent prendre les acteurs publics sur le sujet du réemploi dans les territoires. Ce webinaire est co-organisé avec ACATMT et l'IFPEB. Et donc, nous allons vous présenter l'ensemble de nos avancées sur ces réflexions. Et avant de commencer, je vais laisser la parole à Cédric Borel, qui est directeur de l'IFPEB et d'ACATMT, pour introduire ce webinaire. Oui, merci Cécile. Bonjour à tous. C'est effectivement une collaboration inédite entre l'IFPEB, Institut français pour la performance du bâtiment, au titre du projet Bureau de demain que nous menons avec la région Normandie, Île-de-France et avec l'ADEME Île-de-France également, qui vise effectivement à établir des cahiers des charges spécifiques dans le monde du bureau et à circulariser les espaces pour que la matière se conserve au-delà de la première vie des équipements preneurs, et le booster du réemploi qui vise à généraliser la demande en fait en matériaux de réemploi. Donc cette collaboration inédite va surtout vous délivrer aujourd'hui quelque chose de tout à fait fondamental, c'est-à-dire des clés de lecture de ce qu'est la logistique du réemploi. Pourquoi c'est important? Parce que structurellement, c'est la logistique du réemploi et notamment les coûts de stockage qui va rendre viable ou non le réemploi entre un chantier donneur, un bâtiment donneur et un bâtiment preneur de matériaux de réemploi. La viabilité se joue dans la logistique une fois que la viabilité technique est vraiment acquise. Et donc, c'est vraiment ce coup-là qu'il convient, dans le proto-marché actuel qu'est le monde du réemploi, qu'il convient de travailler, de tenter d'aider, de tuer ce coup pour rendre fluide et flexible ce marché du réemploi, pour le massifier. On est dans une courbe d'apprentissage et il y a encore actuellement trop d'emplois. On va vous présenter justement comment penser ce coup de logistique, comment bien le penser et comment justement, quelles sont nos suggestions, notre plan d'action pour que ce coût diminue dans le futur quand on passera de ce proto-marché du réemploi à un marché tout à fait massifié. Et j'ai une pensée justement pour les éco-organismes du bâtiment qui vont devoir effectuer véritablement cet exercice dans un monde qui n'est pas autre chose que l'horizon de 2025, donc on est tout à fait proche. Et donc, cette généralisation du réemploi va devoir passer par des chemins logistiques qui le rendent viable dans le circuit économique. Et c'est tout ça qu'on va se permettre d'explorer intellectuellement et avec des chiffres dans cette heure et demie qui suit.
Le plan d'action, mes collègues en partiront en sortie, vous le proposeront. Pour nous, c'est très, très important que la puissance publique, au-delà de sa puissance prescriptive, puisse éventuellement donner le coup de pouce sur les coûts de stockage ou sur justement cet élément transitoire de logistique qui est le chaînon manquant pour cette massification. Je vous souhaite une excellente après-midi à tous et une excellente conférence. Merci Cédric, et nous allons donc prendre le relais avec ma collègue Camille Bertin, responsable du programme Booster du réemploi chez A4MT, et de mon côté Cécile Deloffre, donc consultante sur les sujets carbone et économie circulaire au sein de l'IFPEB. Le programme sur ce webinaire va se décliner en cinq grandes parties. On va commencer par reposer un peu le contexte et les enjeux de la logistique du réemploi. Ensuite, Cédric l'a évoqué, l'étude qu'on va vous présenter est issue du programme Bureau de demain, qui est accompagné et cofinancé par la Vallée de la Seine, notamment Région Normandie, Île-de-France et également l'ADEME. Et c'est aujourd'hui donc la région Normandie, représentée par Emmanuel Onneau, qui nous évoquera les enjeux des réemplois sur ce territoire. Nous évoquerons ensuite donc la restitution des études que nous avons menées sur la logistique du réemploi en termes d'études de marché sur cette pratique et un croisement avec les enjeux de transport et de stockage. Et puis, parce qu'on a voulu élargir le champ de réflexion, nous laisserons la parole à 4 élus, 4 collectivités qui ont choisi d'avancer activement sur le sujet du réemploi et qui avancent sur des études ou même la mise en œuvre opérationnelle pour certains de plateformes qui vous partageront leur retour d'expérience en fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, il y a un chat et la possibilité de les poser au fur et à mesure du déroulé. On essaiera d'y répondre pour une partie et puis à la fin, il y aura un temps d'échange également qui nous permettront de revenir sur les points d'interrogation. Nous allons tout de suite passer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à ma collègue Camille pour évoquer les enjeux de la logistique. Merci Cécile. Alors, en effet, peut-être juste avant de commencer sur les enjeux de logistique, petit rappel de terminologie vis-à-vis des différents modes de traitement des ressources et de déchets, puisqu'on va parler du réemploi pendant 1h30. On s'est dit que c'était peut-être intéressant de se redonner un peu les grandes terminologies en tête. Donc, le réemploi, il se pratique à l'échelle donc de votre chantier, ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire quand vous déposez une porte et que vous la reposez sur un autre niveau de votre bâtiment, qu'elle est conservée ou rénovée pour la même fonction, le même usage sur le même site, on parle de réemploi in situ. Le réemploi ex situ, lui, c'est plutôt quand on va faire voyager un équipement, un matériau d'un site A vers un site B pour la même fonction. Donc là aussi, la porte ou le bloc-porte que vous pourriez déposer sur un chantier à Paris et reposer sur un chantier de Lyon pour le même usage. Et puis, on parlerait de réutilisation s'il y avait un changement de destination ou de fonction pour l'équipement, à savoir, typiquement, si on reste sur la porte, qu'elle devenait une table. Voilà pour la terminologie. Et puis, le recyclage, c'est encore un autre champ de pratique où on viendrait redécomposer la porte en particules de bois pour en faire, par exemple, des panneaux de mélaminés. Mais donc, aujourd'hui, on n'en parlera pas. Voilà, dans la partie introductive, il nous semblait également important de vous redire pourquoi, dans notre intitulé de webinaire, on a parlé d'ancrage local, de l'importance du rôle des collectivités et tout ça vis-à-vis de la logistique du réemploi. Et donc, on a souhaité vous remonter des retours terrain des chantiers, notamment accompagnés par le booster du réemploi. Donc, notamment la parole des maîtres d'ouvrage qui sont intégrés au booster et qui pratiquent le réemploi sur 270 projets. Donc, certains nous disent voilà, on a contacté des plateformes de réemploi, mais elles ne veulent pas stocker mes matériaux pendant 6 mois sans surcoût, c'est-à-dire que je commande trop tôt vis-à-vis de leur stock, donc ça pose problème. Ou bien encore, l'entreprise de travaux, elle n'a pas envie de faire les allers-retours tous les jours pour aller chercher les matériaux vers des plateformes de réemploi. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'aller centraliser la marchandise et de faire un enlèvement global. Mais donc, comment je fais? Qui porte les coûts? Ou encore, j'ai besoin de matériaux homogènes de réemploi, mais c'est pour un chantier à horizon 3 ans. Qu'est-ce que je fais? Comment je commence à récupérer progressivement les matériaux et où est-ce que je peux les stocker sans stocker avec surcoût?
L'offre locale, elle n'est pas forcément assez structurée, donc je dois aller acheter mes matériaux dans une autre région. Ça va générer des surcoûts de transport. Comment je fais? C'est moins local, entre guillemets. Ou encore, voilà, mon entreprise travaux, elle trouve des matériaux de réemploi petit à petit, notamment sur des plateformes digitales qui n'ont pas de stockage. Donc, comment je fais, moi, à l'échelle du maître d'ouvrage ou de l'entreprise pour massifier? Et encore, certains maîtres d'ouvrage disent, moi, j'aimerais bien aider sur la partie de logistique et de stockage, mais j'ai pas forcément du foncier pas cher à mettre à disposition. Donc, comment on peut mutualiser, s'organiser à plusieurs? Et côté fournisseur, donc de l'autre côté du tableau, les maîtres d'ouvrage qui émettent des demandes souvent trop longtemps vis-à-vis du stock des fournisseurs, ou encore certains fournisseurs pour lesquels le prix de stockage, de l'entrepôt a doublé, et donc qui se voient un peu dans l'obligation de devoir répercuter cette augmentation du prix du foncier sur leur prix de matériaux. Donc ça pose également problème. Donc, ce dont on se rend compte vis-à-vis de l'enjeu de la logistique, c'est que c'est vraiment un point de bascule, c'est vraiment un enjeu capital. On a un besoin vraiment de trouver des nouvelles solutions logistiques pour pérenniser le marché du réemploi. On a fait par exemple une analyse du coût sur 6 matériaux dont on vous parlera tout à l'heure. Ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que les différentes encadrées orange, ils peuvent représenter jusqu'à 40% du prix de vente d'un matériau. Sur, par exemple, un faux plafond de réemploi qui est vendu à 7 € du mètre carré, pour certains à 7 € du mètre carré, on a presque 3 € qui est dédié à la logistique du réemploi, que ce soit le transport et le stockage. Ça peut atteindre de 16% pour la moquette, 40% pour le faux plancher, ça va dépendre forcément du type de produit, mais donc on se rend compte que c'est vraiment un enjeu capital sur lequel il faut trouver des solutions. On a donc souhaité aborder ce sujet de la logistique du réemploi et notamment au travers du projet Bureau de demain, dont l'objectif est de favoriser le réemploi et l'économie circulaire dans les espaces de bureau. Donc projet issu d'un appel à manifestation d'intérêt ce projet a commencé fin 2020 et aboutira à été 2022, donc cofinancé, comme je l'évoquais, par la Vallée de la Seine, région Normandie, région Île-de-France et l'ADEME. Et puis, on a monté une équipe pluridisciplinaire, donc avec le CEREMA, Circo et EVA, A4MT et l'IFPEB, qui sont présents aujourd'hui. Ce projet, il se décline donc avec un objectif de réduire la production de déchets dans ces espaces de bureau, avec 3 grandes actions. La première, comme l'évoquait un peu Camille, l'objectif c'était de préserver, donc faire en sorte de pousser le réemploi et la réutilisation des matériaux. D'éco-concevoir ensuite, quand on ne peut pas réemployer, faire en sorte que les matériaux neufs, eux, pourront passer le cycle des réaménagements de bureaux grâce à plus de flexibilité et une durée de vie allongée. Et puis, un troisième volet qui est la valorisation. Le programme de bureau de demain se décline en 3 piliers. Le premier, c'est une boîte à outils pour essayer d'avancer sur ces sujets de circularité avec un panorama d'offres circulaires, donc l'identification d'un certain nombre de fournisseurs, d'offreurs sur le marché, des closiers pour aider à prescrire et un outil de calcul des bénéfices en lien au taux de circularité. Une étude logistique du réemploi, puisque c'est, comme l'a évoqué Camille, un point crucial sur la prise en main de cette pratique, avec une étude de marché, une étude logistique, et je reviendrai dessus juste après, puisque c'est l'objet notamment de ce webinaire. Et enfin, un troisième volet qui correspond au démonstrateur, donc la mise en pratique de tous ces éléments sur des projets Île-de-France et Normandie, dont le but est de voir comment les projets prennent en main le sujet de l'économie circulaire et surtout de capitaliser sur les freins et les bonnes pratiques pour pouvoir les diffuser à terme. Et donc, nous serons amenés à refaire un webinaire et des éléments de communication sur toute la capitalisation qu'on aura pu avoir dans le cadre de projets de bureau de demain. Voilà pour la mise en contexte. Et maintenant, je vais laisser la main à Emmanuel Ono, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire, donc qui est chargé de projet planification de la prévention et de la gestion des déchets du BTP. Et qui va nous remettre un peu en contexte les enjeux du réemploi, notamment sur la région Normandie. Merci beaucoup Emmanuel, je vous laisse prendre la parole. Merci Cécile et merci Camille. Donc moi effectivement je travaille à la région Normandie en tant que chargée de mission
dans le secteur du BTP, des sédiments de dragage. Et voilà, j'ai l'honneur de pouvoir introduire ce sujet-là. Et pour moi, effectivement, faire du réemploi, c'est un impératif parce qu'on se rend bien compte que dans le contexte actuel, voilà, ça accentue la prise de conscience collective sur la nécessité de transiter vers de nouveaux modèles économiques, notamment plus sobres, plus efficients et plus circulaires. Et effectivement, on mesure bien aujourd'hui la raréfaction des ressources. Et donc, le réemploi constitue une formidable opportunité pour optimiser la matière, pour diminuer la production de déchets et pour réduire la consommation de matières premières non renouvelables. Et c'est aussi des enjeux locaux, puisque le réemploi, favorisant les circuits courts, il renforce aussi l'attractivité de nos territoires. Il crée des emplois non délocalisables dans le secteur de l'industrie, dans le secteur du tertiaire, avec une émergence d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de bureaux d'études, de création de plateformes de logistique pour la valorisation de la matière et par la création de nouvelles activités de cureurs et de valoristes. Donc le réemploi, c'est un enjeu de société aussi parce qu'il est au cœur de l'exemplarité de la commande publique. Ça a été présenté en introduction et la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui en Normandie et en Île-de-France aussi doit se questionner sur les choix des matériaux de construction. En Normandie, voilà, on a aussi des enjeux de volume. On a estimé à peu près les gisements de déchets du bâtiment à hauteur de près d'1 million de tonnes par an et ça représente 30% des déchets non dangereux, non inertes. Et sur ce million de tonnes, il y en a à peu près 200 000 qui sont valorisables en Normandie. Donc voilà, on mesure le potentiel de réemployabilité des matériaux. C'est aussi des enjeux réglementaires qui sont rappelés à la fois dans notre plan régional de prévention et de gestion des déchets et dans notre stratégie régionale pour une économie circulaire. Donc, vous les connaissez, mais c'est la loi AGEC de 2020 qui introduit le PEMD, qui introduit également le tri 7 flux et qui promulgue une nouvelle filière REP dans le bâtiment. C'est également la loi ASAP qui a modifié récemment le code de la commande publique pour favoriser l'intégration de matériaux de réemploi. C'est aussi la loi dite climat et résilience qui oblige à compter de 2030 l'utilisation de matériaux biosourcés bas carbone et bien évidemment la loi RE 2020 qui est entrée en vigueur récemment et qui quelque part va bousculer un petit peu les manières de construire puisqu'on inclut en fait l'analyse du cycle de vie et l'incitation aux matériaux de réemploi. Et donc en Normandie, comment on fait le réemploi? Comment est-ce qu'on lève les résistances? Parce qu'effectivement, il existe de nombreux freins au réemploi, mais voilà, on a mis en exergue un certain nombre de leviers, que ça soit sur le plan technique, économique, juridique, ou tout simplement dans le changement de comportement. Donc en Normandie, tous les acteurs se sont associés pour mettre en place, je pense, une belle dynamique, notamment sous l'impulsion de la région et de l'ADEME, et bien entendu avec tous nos partenaires, parce qu'en fait, sans eux, on ne saurait pas arriver à de beaux résultats. Et donc, pour faire accepter cette prise de risque, plusieurs démarches se sont mises en place de façon concomitante. Donc, on a lancé depuis 2019 un certain nombre de formations autour de à l'attention de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Et aujourd'hui, on se pose aussi la question de la formation des diagnostiqueurs pour les PEMD. On pilote depuis cette année, conjointement avec l'ADEME, une opération collective qui associe des villes, des communautés d'agglomération, une métropole et des bailleurs sociaux autour d'un pôle d'experts pour que ces maîtres d'ouvrage puissent intégrer en fait les enjeux du réemploi dans leurs achats publics. C'est aussi en fédérant les acteurs du réemploi autour d'un club qui s'intitule le réemploi dans le bâtiment en Normandie, qui est une émanation du réseau NECI, qui est notre plateforme régionale de l'économie circulaire, et qui a pour objet en fait, de faire du lien entre les acteurs, de les informer et surtout de les outiller. C'est bien là l'enjeu du réemploi, c'est comment le faciliter pour apporter de la confiance, de la transparence et de la facilité. C'est aussi en accompagnant les acteurs du territoire à travers des études
Donc là, on peut citer la MEF du Cotentin qui a fait une très belle étude sur les compétences et les métiers de demain pour encourager le réemploi. C'est aussi par l'accompagnement de nouvelles activités. Donc, on peut citer les bâtineurs qui aujourd'hui c'est une entreprise de l'ESS, mais qui apporte une expertise dans le curage, dans la valorisation du second œuvre. Et c'est aussi accompagner l'émergence de nouvelles plateformes de réemploi, donc qui maillent effectivement la région Normandie. Donc, on en a un à proximité de Caen qui est représenté par le plateau circulaire. On a aussi une structure multi-acteurs qui s'intitule Sirène, qui développe une plateforme dans le Sud-Manche, Ouest Calvados. Et enfin, Permac, qui est le plateau du réemploi dans le secteur de la Pointe du Havre. Et donc, l'ensemble de ces démarches a conduit finalement à de très belles synergies entre les acteurs pour permettre de déposer correctement, de stocker en toute sécurité, de valoriser et de vendre les matériaux du réemploi. Et ce que l'on essaye de faire en Normandie et plus largement à l'échelle de l'axe Seine, c'est de passer du stade de l'expérimentation à la généralisation et donc que chaque acteur de la chaîne du réemploi soit en faculté de pouvoir faire du réemploi. Et les projets que l'on soutient dans le cadre du CPER Vallée de Seine concourent, je pense, à ces objectifs de réduction de la production des déchets, de la valorisation de la matière et de la diminution des déchets admis en installation de stockage, parce qu'on a des enjeux forts en Normandie sur le potentiel de valorisation et surtout finalement de respecter la hiérarchie de mode de traitement. Et finalement, le rôle de notre territoire, de notre collectivité, c'est aussi de mettre en visibilité le réemploi et d'accompagner l'ensemble des démarches pour relever ces défis, dont celui de la logistique associée au réemploi. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation et qui nous permet du coup de faire le lien avec les études qu'on a menées dans le cadre de Bureau de demain. On va commencer par l'étude de marché, puisque c'est la première question qu'on s'est posée pour avancer sur ces enjeux de logistique. C'est d'estimer le potentiel de réemploi qu'on pourrait avoir sur ces prochaines années. L'objectif était de donner des perspectives aux acteurs qui veulent avancer sur le sujet du réemploi, et puis de comprendre et anticiper les changements de pratiques qui vont être nécessaires pour organiser ce nouveau marché qui est en train d'arriver. Le périmètre de cette étude, c'est donc les espaces de bureaux, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur l'Île-de-France et la Normandie, puisque c'est nos commanditaires, et donc on s'est concentré sur ces deux territoires, en regardant plus particulièrement des lots du second œuvre. Vous les retrouvez en bas à droite de la présentation, donc les revêtements de sol, cloisons, luminaires, mobilier, plafond et plancher. Et donc, on s'est posé la question, déjà dans un premier temps, de comprendre quel est l'état existant du parc de bureaux sur ces deux territoires, d'identifier, en tout cas de faire des hypothèses d'évolution de ces parcs pour comprendre l'évolution des cycles des réaménagements et du coup, l'estimation des flux qui vont être générés liés à ces différents cycles de construction, de réaménagement de plateaux. Alors, concrètement, donc on a regardé la dynamique du parc immobilier avec donc 7 existants. Ensuite, il y a le sujet des constructions neuves qui ont des besoins de nouveaux matériaux. À cela, en parallèle, il existe des démolitions et des changements d'usage qui permettent d'identifier une projection du parc de bureaux sur les prochaines années. Cette projection, on l'a croisée avec les cycles de travaux, que ce soit du rafraîchissement, de la rénovation, de la restructuration lourde. Et c'est bien l'ensemble de ces deux visions qui permettent d'identifier les flux sortants qui vont être générés, qui, je dirais, en temps normal, sont très généralement source de déchets. Et là, l'objectif, c'était d'identifier, de se poser la question, quelle est la part de ce flux qui pourrait être réemployé, réinjecté finalement dans les flux entrants nécessaires au réaménagement des différents bureaux.
Alors, je vous montre l'exemple déjà de l'Île-de-France. Donc, on a un parc existant en 2019 qui était un peu moins de 55 millions de mètres carrés de bureaux et une stabilisation du marché depuis 2017 qui a été accentuée par la crise sanitaire. C'est donc les projections qu'on a utilisées ensuite pour les études et notamment l'étude logistique, avec sur la partie Paris et Petite Couronne plutôt une tendance de stabilisation du marché. Il va y avoir on a estimé qu'il y aurait des constructions, mais aussi des déconstructions, donc l'ensemble se compense globalement, et que c'est surtout sur la Grande Couronne où il y aurait encore un petit peu d'augmentation du parc de bureaux en lien à un certain nombre de projets, je dirais, urbains à grande échelle. L'estimation qu'on a prise du coup côté Île-de-France, c'est sur les 30 prochaines années une évolution de 3%, donc relativement faible, je dirais une stabilisation globalement du parc. On a des flux qui restent toutefois assez denses à l'échelle de cette région, de par sa densité d'occupation, bien sûr, qui fait qu'il y a des flux assez importants sur ce territoire. Une mise en parallèle côté Normandie, où en 2020, on avait 1,8 million de mètres carrés de bureaux. Alors, je le précise, c'est sur Caen et Rouen, parce que c'est là où on a eu accès à un certain nombre de chiffres pour estimer ce parc. Une augmentation de la surface construite depuis 2013 qui a été observée avec un besoin qui reste en bâti neuf ou rénové lié à une partie du parc qui est un peu plus vieillissante. On est parti sur des hypothèses côté Normandie avec une croissance un petit peu plus importante. Il y a cette demande qui reste de bâtiments neufs. Donc, on voit là une augmentation de l'ordre de 15% qui a été prise en compte sur les 30 prochaines années, avec là, du coup, des projets qui sont peut-être un peu plus diffus sur le territoire, puisqu'on est sur un territoire d'une part plus grand, avec une densité qui est un peu différente. Ces deux territoires avec ces projections qu'on a établies du parc de bureaux sur les prochaines années, on l'a croisé ensuite avec les cycles de rénovation que j'évoquais tout à l'heure, rafraîchissement, rénovation et restructuration lourde, qui permettent d'identifier la quantité de matériaux qui va arriver sur le marché du déchet ou du réemploi selon comment on les reroute. Alors, vous voyez ici le bilan et l'estimation des volumes. C'est plus l'ordre de grandeur qu'il faut garder en tête plutôt que la quantité précise. Mais en tout cas, on s'aperçoit des différentes quantités sur nos silos qui sont étudiés dans le cadre de Bureau de demain. Cette étude met surtout en avant que, bien sûr, la majorité des flux entrants et sortants vont venir principalement du parc existant, puisqu'on est sur un parc de bureaux qui se stabilise ou qui augmente un peu, mais de manière mesurée, si je puis dire. Et donc, c'est cette source qui est importante, qui risque de s'accélérer potentiellement dans les prochaines années, de par le besoin de renouveler et rénover les différents plateaux qui doivent s'adapter, notamment à des besoins qui sont un peu différents, qui évoluent. On s'aperçoit aujourd'hui que les modes de travail sont un peu différents. Il y a l'enjeu aussi de la réglementation et de l'environnement qui pousse à la rénovation. Tous ces aspects laissent à penser qu'effectivement, il va y avoir une accélération des rotations de bureaux pour pouvoir améliorer les conditions de travail de l'ensemble des occupants. Aujourd'hui, on a donc un marché sur les espaces de bureaux où assez classiquement, en tout cas sans vouloir faire une généralité complète, très régulièrement, à chaque fois qu'arrive la fin d'un bail et d'un cycle d'occupation, on va donc basculer sur un nouvel aménagement avec un nouvel occupant. On a souvent des produits qui sont malheureusement jetés, non pas forcément parce qu'ils sont usagés, mais dans certains cas simplement parce qu'ils ne se réadaptent pas au nouvel usage qui va arriver. Le but est donc d'essayer de casser ce cycle linéaire pour arriver sur plus de circularité. Et donc, on s'est questionné sur la part du réemploi, estimée aujourd'hui à un peu moins de 1% sur le marché français. Et donc, l'enjeu est de se poser la question de demain, jusqu'à où on pourrait aller. Cette question, on se l'est posée sous deux angles. D'une part, il y a le sujet du caractère réemployable des matériaux. Bien sûr, des produits usagés arrivent en fin de vie et on ne va pas forcément pouvoir les réemployer. Mais il y a d'autres aspects, d'autres critères qui rentrent en compte. Il y a la capacité d'une dépose soignée, Camille l'évoquait tout à l'heure, notamment certains matériaux qui sont assez fragiles. C'est toujours plus compliqué de les déposer et de les emmener jusqu'au prochain chantier. Il y a des évolutions normatives et réglementaires qui fait que certains matériaux, il est plus compliqué de les remettre en place que d'autres.
et puis des évolutions parfois d'usage et des standards qui fait que on a changé nos habitudes, on s'attend à d'autres types de matériaux, donc ça va influencer. On a croisé cette approche avec les retours du terrain et les demandes du marché, mais également en identifiant avec les acteurs du réemploi les filières, les matériaux qui actuellement avancent le mieux sur ce sujet du réemploi, donc leurs différentes perspectives commerciales, pour essayer d'estimer le taux de couverture du réemploi réel qu'on pourrait avoir au regard du flux sortant. Vous avez sur la droite du coup le graphique. L'idée, c'est plutôt de voir un peu comment on estime que vont se comporter les différents flux, avec le mobilier et le plancher technique qui ressort plutôt comme les deux grandes catégories qui ont tendance à bien évoluer sur le marché du réemploi, suivi des revêtements souples. Et puis après, les sujets de cloison, faux plafond et luminaires. Encore une fois, c'est les silos qui étaient dans le cadre de bureaux de demain. Il existe encore bien d'autres flux potentiels, mais on s'est concentré sur ces différents éléments. À partir de cette photographie et de cette projection, on est venu donc se questionner et croiser le sujet finalement de la logistique, du transport et du stockage. Et pour vous restituer un peu nos différentes réflexions, je vais laisser la main à Camille pour vous évoquer l'étude logistique. Merci Cécile. Donc en effet, là, on avait une cartographie assez claire des volumes. On avait bien déjà identifié, comme je vous le disais en introduction, que la logistique, c'était un enjeu clé. Donc on s'est posé la question un peu globalement de quelles sont les clés d'organisation logistique qui permettent de répondre à cet enjeu d'un marché naissant, avec encore on va dire peu d'acteurs structurés vis-à-vis du réemploi, même si on voit bien quand on prend la carte de la France qu'il y a de plus en plus de filières qui sont en train de se créer. Vis-à-vis de l'enjeu de la logistique, on part aussi bien sûr des constats vis-à-vis des volumes et cette évolution prospective, du décalage quand même encore entre l'offre et la demande, du fort poids en termes de coût de la logistique sur le prix final d'un matériau de réemploi, et puis de cette difficulté, enfin de cette synchronisation qui est complexe entre les flux entrants et les flux sortants des projets. Du coup, la question qu'on s'est posée, c'est vraiment quelles sont les solutions logistiques alternatives et leurs conditions de rentabilité, quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent peut-être être standardisées à l'échelle d'un chantier ou à l'échelle d'un territoire, et puis comment on accompagne progressivement l'augmentation des volumes du réemploi. Cécile, je suis désolée, je rebondis sur un des commentaires qui nous a été mis en question. L'affichage, on voit pas apparemment le bas des slides. C'est un moyen de faire un affichage à 100% parce que visiblement la fin des slides est coupée. C'est peut-être pas très grave, mais si tu as Alors, peut-être un affichage complet de mon côté, je vais essayer, je vais te laisser continuer, je vais faire un petit essai du coup en parallèle. Continue, je te laisse faire justement la logistique. Donc, vis-à-vis de ces enjeux d'organisation des flux de matériaux, ce qu'on a essayé de faire à l'aide d'un bureau d'études logistiques qui s'appelle Circoe, c'est de modéliser différents paramètres que sont la nature du stockage, un stockage temporaire ou en entrepôt-logistique, etc. La localisation du stockage, entre un stockage très urbain, périurbain ou même interrégion, la durée du stockage des matériaux et les modes de transport. Donc, on a étudié 4 paramètres. Et pour faire cette étude logistique, ce qu'on a fait, c'est on est parti du terrain en allant interviewer des filières existantes pour se rendre compte déjà à partir d'un benchmark de ce qu'il était possible de faire, avec des visites de sites, un peu de recherche bibliographique bien sûr, et puis des cotations un peu classiques avec les prix des logisticiens actuellement. On a donc créé différents outils. Je vais vous présenter quelques-unes des conclusions d'utilisation des outils. Les outils, ils ont globalement pour vocation de pouvoir modéliser des territoires ou des chantiers avec un certain nombre de paramètres variables pour pouvoir trouver à l'échelle notamment d'un chantier, quelle est la meilleure solution d'organisation logistique qui va permettre de réduire, et comme le disait tout à l'heure Cédric, de neutraliser ce coût de la logistique. Donc ça, c'est le premier volet de l'étude, c'est vraiment d'avoir cet outil de comparaison à l'échelle d'un chantier. Donc, sur l'échelle du chantier, on peut aller à la slide suivante. Ce qu'on a essayé de modéliser, par exemple,
parmi les 4 paramètres dont je vous parlais tout à l'heure, il y a notamment la nature du stockage. Dans la nature du stockage, ce qui se fait de manière assez classique, c'est le stockage chez un logisticien qui est déjà bien équipé avec, là on voit sur la photo tout à droite des racks et une organisation très structurée. Ce qui se fait en parallèle sur plusieurs chantiers de réemploi, c'est d'organiser du stockage éphémère, on va dire, soit via un camion qui est stationné proche du chantier, soit via un container, c'est l'image du milieu, soit sous chapiteau, donc provisoire, ou dans un bâtiment qui est mis à disposition encore sur une barge. Donc là, il y a plusieurs modèles qui ont pu être évalués. Le but de cette organisation à l'échelle du chantier, c'est toujours de pouvoir réduire les coûts, d'assurer une réactivité pour livrer les matériaux au plus vite et puis de, bien sûr, réduire les impacts, coûts et carbone de la logistique. Donc, parmi les modélisations qu'on a pu faire. Donc là, sur la slide suivante, je vous ai affiché les hypothèses. Donc, par exemple, on a modélisé un chantier en Île-de-France. On s'est dit qu'on allait comparer le coût entre des natures de stockage différentes pour la logistique. Donc, on a comparé ici le stockage en container en prenant en compte que le container il est stocké sur le terrain du chantier, donc avec un loyer à 0, avec un prix d'achat d'un container de seconde main qui fait 24 palettes, donc 40 pieds à environ 2 000 €. Et puis, les hypothèses chez un logisticien. Donc là, on a pris les cotations classiques d'une logistique en petite couronne avec le coût classique entrée-sortie de la palette d'environ 6 €, le coût de stockage de la palette qui est environ 2 € par semaine, et puis le transport routier où là, pareil, on est parti sur des cotations pour des palettes Europe, 1000 palettes à transporter sur 5 km, c'est environ 8 000 €. Donc, on est parti de ces hypothèses-là. Tu peux avancer du coup, Cécile. Et donc, on arrive à la slide suivante avec une comparaison de ces deux solutions. Donc là, ce que vous voyez comme graphique, c'est un graphique qui permet de comparer le coût du stockage entre un container et un stockage chez un logisticien pour 24 palettes avec un chantier en Île-de-France. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a une espèce de bande grise au milieu qui est un peu le point de rupture. Sur la droite du schéma, si on dépasse les 9 mois, par exemple, sur une durée de 14 mois, on a en effet un prix de stockage qui est de environ 1 800 € en fonction du prix d'achat du container, contre 2 600 € pour un stockage en Normandie ou 3 000 € pour un stockage en grande couronne. Donc, le stockage en container est plus favorable. Avant les 9 mois, c'est le stockage chez un logisticien qui sera plus favorable. Donc ça, c'est un affichage des études qu'on a pu mener et des outils de calcul qu'on a pu mettre à disposition. On a d'autres outils de calcul qui permettent plutôt de se demander en fonction du nombre de mois de stockage à quel moment le conteneur devient rentable en fonction aussi du nombre de palettes. Parce que là, le prérequis, c'est qu'il y avait 24 palettes à stocker, mais on a différents affichages possibles en fonction du type de chantier et des besoins en termes de durée et de nombre de mois. Donc, bien sûr, Cécile, tu peux aller à la slide suivante. Ce dont on se rend compte, c'est que, bien sûr, chaque solution a ses avantages. La solution du container, déjà, elle est possible si et seulement s'il y a de la place disponible sur les chantiers. Donc, pour les chantiers Paris très intramuros, ça va forcément être souvent compliqué. C'est une solution qui avait, par exemple, été retenue sur un chantier à la Grande Halle de Colombelles, sur la région de la Normandie, et elle présente l'avantage d'avoir un investissement qui est fixe. Son amortissement, il dépend forcément du taux de remplissage, c'est-à-dire combien de palettes on va mettre dedans et pour combien de temps, donc de la durée, et puis du nombre de réutilisations du container dans le temps. Bien entendu, là, il faut faire quelques points de vigilance. Dans un container, quand on stocke des matériaux, il y a une hygrométrie qui est variable ainsi qu'une température. Donc, pour stocker, par exemple, des matériaux bois comme un parquet, on va éviter de privilégier cette solution. Et puis, bien sûr, il faut bien organiser le stockage parce que si on stocke plusieurs flux de plusieurs lots différents dans le container, il faut que tout le monde puisse y avoir accès de manière simple. Ça, c'est pour le stockage en container. Sur un stockage chez un logisticien, dont on a vu que c'était intéressant, notamment pour un besoin ponctuel inférieur à 9 mois. Là, la solution, elle présente notamment l'avantage d'être délégué à des professionnels et puis de pouvoir aussi faire appel à un ensemble de solutions logistiques chantier peut-être, type colisage,
par zone de chantier où le logisticien vous fait des colis par chambre avec notamment les matériaux de réemploi au milieu d'une prestation logistique qui serait plus globale. Donc, ça dépend un peu des entreprises travaux avec lesquelles vous allez travailler également. Mais c'est ce à quoi sert l'outil logistique, c'est de pouvoir calculer les différents coûts des différentes solutions pour que vous puissiez trouver la bonne pour votre projet. Il doit y avoir une autre slide sur le stockage temporaire type plateforme, où là, le but, c'était, on a aussi fait, dans le cadre de cette étude, à l'échelle des chantiers, une modélisation pour savoir si on a un chantier toujours en Île-de-France et qu'on souhaite mettre en place, admettons, un entrepôt de stockage temporaire sous tente de 1000 m², quels sont les coûts, à savoir travaux d'aménagement initiaux, ainsi que coûts d'exploitation, et à quel moment on trouve l'équilibre économique pour mettre cette solution-là en place. Donc, de la même façon, on a toute une série d'hypothèses qui sont déclinées dans les outils de calcul et qui sont variables et qui peuvent être paramétrables en fonction de votre cas de figure et de la place disponible ou des entrepôts que vous pourriez cibler pour mettre en place ce type de plateforme temporaire. Ce dont on s'est rendu compte en termes de grandes conclusions, c'est quand même que le stockage non raqué, c'est-à-dire sans superposition des matériaux, la rentabilité économique, elle est compliquée à trouver. De la même façon, l'amortissement semble se faire quand même toujours au bout d'un certain nombre d'années et non pas de mois. Donc, souvent, on a tourné autour de 3 ans. Et puis, bien sûr, la configuration du site initial, elle est très importante pour pouvoir optimiser au maximum le stockage et donc le nombre de palettes qu'on peut aller mettre sur la plateforme. Donc, à dimensionner aussi au regard de vos besoins en termes de quantité de stockage et de durée. Donc ça, c'était la troisième nature de stockage qu'on a évoquée. Ensuite, on a bien sûr, comme on vous le disait, parmi les 4 grands paramètres qu'on a analysés, il y avait aussi la localisation. Donc, est-ce qu'on stocke en ultra-urbain, périurbain, interrégion? Globalement, ce dont on s'est rendu compte en fonction des différentes modélisations, c'est que l'interrégion trouve un intérêt au-delà de 12 mois. Mais bien sûr, on a d'autres externalités, type on aura plus de transport, on aura peut-être une moins bonne réactivité pour récupérer les matériaux. Et puis surtout, l'équilibre qui est compliqué à trouver vis-à-vis de ce stockage interrégion, mais qui pourrait être quand même intelligent, c'est d'avoir une capacité de projection sur la durée de stockage, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur les chantiers de réemploi. Donc voilà, tout ça pour dire que à l'échelle du chantier, globalement, il y a plusieurs paramètres qui sont modélisables. Il y a des outils de calcul qui, du coup, ont été créés et qui permettent de modéliser à la fois transport routier, transport fluvial, localisation, nature de stockage, durée, etc. On vous présente ici qu'un aperçu des conclusions et des modélisations parce que on a fait pas mal tourner les modèles de calcul, mais donc n'hésitez pas, si vous avez un chantier sur lequel vous souhaiteriez faire de la modélisation, à nous solliciter pour qu'on puisse peut-être vous aider à aller un peu plus loin sur le bon optimum économique pour votre projet. Donc ça, c'était le premier volet de notre étude. Le second volet de l'étude, il était plutôt à l'échelle d'un territoire, à savoir comment finalement organiser, au regard de ce que Cécile vous présentait tout à l'heure et de cette augmentation des flux de réemploi, quels sont les critères d'organisation de la logistique. Et là, on en revient à l'enjeu de ce webinaire, à savoir quel est le rôle des acteurs publics pour l'ancrage territorial vis-à-vis du réemploi. Et donc là, on en revient à territorialement, comment on arrive à structurer cette logistique pour réduire les coûts et donc rendre le réemploi de plus en plus viable économiquement et surtout compétitif par rapport au neuf. Donc là-dessus, on est reparti des hypothèses de market sizing, étude de marché dont vous parlez tout à l'heure, Cécile, avec les ratios logistiques aussi précédemment cités, les prix des cotations notamment, les localisations de chantier. Et ce qu'on a fait, c'est de modéliser du coup à partir des transactions de matériaux. Donc tout à l'heure, Cécile vous a parlé de ce qu'on a pu constater actuellement. On a par exemple 6 000 m² de cloisons de réemploi, 16 000 bureaux et chaises, 3 000 étagères. Enfin, voilà, on est parti des volumes actuels. On a pris les projections de ces évolutions de volume à horizon 2030. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a réussi ensuite à indiquer des coûts de transport et de stockage au regard des matériaux sur, encore une fois, les 6 flux concernés par cette étude, les cloisons, les lampes, le mobilier, le faux plafond, le faux plancher et la moquette. Donc là, quand on vous parle des volumes 2030, je ne vais pas vous donner les chiffres, ils étaient dans les slides précédentes, mais c'est à partir de ces volumes sur ces 6 matériaux-là
de l'étude Bureau de demain qu'on a dimensionné le coût de la logistique. Donc, vous voyez dans la première colonne le schéma actuel, c'est le stockage diffus, comme il est organisé aujourd'hui. Donc là, on a fait aussi tout un tas d'hypothèses pour pouvoir projeter l'organisation. Globalement, on a pris un chantier qui est situé vers Boulogne-la-Défense et on s'est dit qu'on allait acheter les 6 matériaux chez des acteurs différents, type Mobus, Tricycle, etc., à différents endroits de la France, donc de manière un peu diffuse. Et on a calculé pour chacune de ces solutions le coût cumulé du transport et du stockage. Donc ça, c'était le schéma actuel avec les volumes projetés de 2030. C'est la première colonne. Et ce dont on s'est après occupé, c'est de savoir si on arrivait à des scénarios mutualisés avec des plateformes en périurbain, grande couronne ou petite couronne, parce que pour le moment, cette projection-là, elle est sur l'Île-de-France, qu'est-ce qu'on arrive concrètement à faire comme économie? Donc, je ne vais pas forcément vous lister l'ensemble des hypothèses, parce que je vois que le temps tourne. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur le schéma actuel, on arrive à économiser environ 600 000 € avec des plateformes périurbaines mutualisées, donc mono ou multimatériaux, c'est-à-dire qu'on aurait des acteurs qui viennent structurer des stockages partagés avec plusieurs points d'ancrage, soit pour faire un seul matériau, donc type, encore une fois, que du faux plancher, avec des plateformes qui sont partagées pour l'ensemble des chantiers, ou bien des plateformes multimatériaux qui sont elles aussi structurées pour être mutualisées. Donc déjà, en essayant de mutualiser le stockage et de rassembler ces points de stockage-là et de partager le coût entre les acteurs qui sont utilisateurs de ces services-là, on arriverait à économiser environ 600 000 € et 550 tonnes de carbone. Donc là, ce dont on s'est rendu compte sur cette projection de la logistique, c'est qu'il était vraiment nécessaire d'avoir une densité de volume et d'avoir une approche un peu plus détaillée sur le montage économique pour pouvoir progressivement aussi voir quel est l'impact des parcelles disponibles et du foncier et du coût de ces fonciers-là pour réduire l'ensemble des coûts. D'où aussi le webinaire d'aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que si on avait un grand coup de pouce pour l'appui sur les fonciers disponibles ou les terrains vacants de la part des collectivités, des acteurs publics, on arriverait certainement à structurer d'autant plus vite le marché du réemploi et donc à structurer cette mutualisation. Donc, en termes de conclusion sur, vis-à-vis de la logistique, ce qu'on peut retenir, en tout cas nous, ce qui nous est apparu comme une évidence au fur et à mesure de l'année dernière et de creuser ces éléments logistiques avec le bureau d'études, c'est que c'est vraiment un élément critique. Plus on interviewe les chantiers, plus on se rend compte qu'il y a des opérations de réemploi qui ne se font pas simplement à cause d'une mauvaise anticipation logistique. Ce qui est dramatique parce que ça veut quand même dire qu'on a réussi à trouver un matériau, à trouver l'utilisateur final, mais que c'est seulement la brique entre les deux qui est parfois encore un peu déstructurée. Donc on a un vrai levier d'optimisation là-dessus. La logistique, elle sera, comme on vous le disait aussi, un levier d'optimisation écologique et économique, au sens où on sait trouver de l'économie carbone, là où on a de l'économie financière. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et la certitude aussi qui s'est confirmée pendant l'étude de l'année dernière vis-à-vis de cette logistique et cette organisation des flux du réemploi, c'est que dans tous les cas, on a une augmentation certaine de la demande, de l'achat des matériaux de réemploi qui va faire forcément un nouvel équilibre entre l'offre et la demande, donc très probablement diminuer les coûts et diminuer les durées de stockage, un accroissement des volumes également, et que au regard aussi des retours d'expérience qui vont être massifiés vis-à-vis de cette augmentation, soit de la libération de l'offre en matériaux, soit de la demande par les maîtres d'ouvrage, on va avoir des équilibres et des nouvelles solutions qui vont apparaître de manière à être de plus en plus performantes. Donc, tout ça pour dire que la logistique du réemploi, elle est encore à écrire, qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être testées pour trouver ces nouveaux modèles économiques et que tous les retours d'expérience seront les bienvenus. Petit appel à manifestation.
vis-à-vis de la mise en place des plateformes physiques de stockage des matériaux de réemploi, bien sûr, elles permettront des économies d'échelle une fois qu'on aura trouvé cette organisation de logistique mutualisée. J'en ai pas aussi beaucoup parlé aujourd'hui, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des acteurs type fournisseurs de matériaux neufs, pour pas les citer, par exemple, qui ont des plateformes de bâtiments qui stockent déjà des matériaux, qui ont déjà des quais de déchargement et qui sont déjà structurés opérationnels. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau à inventer et à structurer avec ces acteurs-là qui sont déjà équipés pour éviter de réinventer l'ensemble de l'engrenage, de dynamiser l'emploi sur les territoires, bien sûr, en créant de l'emploi vis-à-vis de ces nouvelles plateformes de stockage de matériaux, et puis bien sûr de promouvoir à travers la logistique le réemploi, parce que ce dont on s'est rendu compte à travers les 200 premiers chantiers boosters du réemploi notamment et chantiers bureau de demain, c'est que la visite de plateformes physiques de réemploi, le fait de voir les matériaux, d'avoir cet aspect un peu showroom, atelier de réparation, etc., c'est quelque chose qui facilitait vraiment l'engouement de la part des prescripteurs parce qu'ils se rendent compte du très bel état de la matière qui est disponible en France. Donc, c'est quelque chose qui aussi qui permet vraiment de enlever certaines des appréhensions pour aller vers quelque chose de très rassurant. Donc tout ça est très bénéfique. Cécile, je te laisse la parole. Oui, merci Camille. Et je vais prendre le relais. On va pouvoir passer à la troisième, quatrième grande partie en tout cas sur ce webinaire et notamment le passage de parole à des acteurs qui ont avancé sur ces thématiques. Donc tout d'abord déjà évoquer un petit tour d'horizon national. On souhaite recenser les différentes initiatives d'études de plateforme pour pouvoir les mettre en valeur, et on est persuadé qu'en croisant tous les retours d'expérience, on va s'enrichir pour identifier les meilleurs leviers, les meilleurs modèles économiques aussi pour mettre en place ces différentes plateformes. Ici sont cités notamment ceux des acteurs qui vont participer à la table ronde juste après, mais il y en a bien d'autres, on en est certains, qui ne sont pas encore ciblés ici. On vous propose à tous ceux qui sont en train d'avancer sur ces sujets de plateforme de matériaux de réemploi destinés aux acteurs professionnels, de nous communiquer vos initiatives, de pouvoir du coup les mettre en avant. Et si aussi vous ne faites pas partie de ceux qui initient la démarche, mais vous avez connaissance de certaines initiatives sur le territoire, n'hésitez pas à nous les faire remonter. L'objectif est de créer un ensemble de panoramas qu'on diffusera ensuite à tout un chacun. Nous allons maintenant passer à la table ronde et je remercie les 4 personnes ici présentes d'avoir accepté de participer à ce webinaire et de venir surtout partager leur retour d'expérience pour vous montrer les différentes initiatives, les différents positionnements également qu'on a sur le territoire. Donc, nous avons le plaisir d'avoir Laurent Hamon, vice-président en charge des déchets et de l'économie circulaire à Rennes Métropole. Nous avons également Emeline Baume, vice-présidente déléguée à l'économie, l'emploi, au commerce numérique et à l'achat public de la métropole du Grand Lyon. Monsieur Laurent Bonnet, conseiller territorial délégué à l'économie circulaire de Plaine Commune. Et Xavier Lemoine, vice-président délégué à l'économie circulaire, à l'économie collaborative et à l'économie sociale et solidaire de la métropole du Grand Paris. Donc 4 collectivités qui sont ici présentes pour vous partager le retour. Nous allons donc faire un tour de table virtuel, si je puis dire, avec deux questions. Nous allons le faire en 2 temps pour que chacun ait le temps de présenter un peu le rôle qu'elle mène actuellement sur ce sujet du réemploi. Je sais que le timing est un peu serré pour chacun, mais je vous remercie de bien tenir le créneau. L'objectif, c'est d'avoir à chaque question à peu près 2 minutes chacun pour qu'on puisse laisser la parole à tous et surtout se garder un temps d'échange à la fin de ce webinaire pour répondre aux différentes questions. Il y en a eu déjà pas mal dans le chat. Alors pour commencer, je vais du coup interroger donc Monsieur Laurent Hamon côté Rennes Métropole. Il y a donc aujourd'hui, votre métropole avance activement sur le sujet de l'économie circulaire afin que ça soit intégré aux politiques publiques. Il a été réalisé une étude de métabolisme urbain pour identifier les flux à l'échelle du territoire.
Donc, il y a eu une étude de plateforme en 3 temps avec un chantier pilote, une étude de faisabilité qui est maintenant complétée avec des réflexions sur la gouvernance et le modèle économique. Donc, c'est en cours. Est-ce que, Monsieur Hamon, vous pouvez nous évoquer un petit peu plus précisément le rôle que la collectivité, donc Rennes Métropole, a joué dans la mise en place et la réflexion sur la mise en place de plateformes physiques de matériaux de réemploi? Bien, merci de votre invitation et bonjour à vous toutes et à vous tous. Sur le rôle de notre collectivité sur le réemploi et plus largement sur la question de l'économie circulaire, vous venez de le dire, nous avons lancé une étude de métabolisme urbain et à l'intérieur de cette étude de métabolisme urbain, nous avons lancé des lieux d'expérimentation de plateformes de réemploi. Et on a profité d'un projet de rénovation d'un bâtiment qu'on avait sur la ville-centre, sur la ville de Rennes, pour lancer ces études avec une association qui s'appelle Bâti-Récup, auquel nous leur avons confié une étude assez large sur la constitution de plateformes de réemploi sur la métropole de Rennes. Donc sur cette étude que nous avons cofinancée, tout l'enjeu pour nous était d'être une métropole qui soit facilitatrice de l'implantation d'une plateforme de réemploi avec, et vous l'avez cité tout à l'heure dans votre diaporama, toutes les questions autour de la logistique qui est vraiment essentielle dans la réussite de cette plateforme. Pour que l'on puisse voir comment on peut faire du réemploi au plus juste. Donc, nous avons de façon très concrète utilisé un autre chantier que nous avons sur une friche industrielle pour implanter en cœur de métropole une plateforme de logistique réemploi qu'on nous avons confiée justement à cette association Bâti-Récup. Donc, l'objet de cette étude et de cette plateforme qui va voir le jour en début d'année scolaire au mois de septembre, qui va être installée, va être justement de vérifier et de consolider en fait l'ensemble des débouchés avec l'accompagnement d'opérations pilotes sur la métropole. Et donc, notre rôle à nous est surtout d'accompagner et de suivre ces acteurs. C'est-à-dire, en gros, ce que vous avez présenté en tout début d'intervention, c'est franchement le cœur de notre rôle à nous de service public, de collectivité, qui est d'accompagner et de véritablement de mettre en lien tous ces acteurs ensemble. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà sur le premier point. Et le deuxième, ça va être de soutenir véritablement ces acteurs en mettant dans tous nos référentiels d'aménagement durable sur la métropole des objets de réemploi, dans tous nos documents de cadrage, et puis de vérifier ensuite jusqu'à quel niveau on va pouvoir, grâce à ces expérimentations, voir comment on peut mettre du réemploi sur notamment les projets de bâtiments neufs ou de construction neuve. Quel est le niveau auquel il faut aller. Et rien de tel que d'expérimenter, de tester. C'est vraiment l'objet en fait de notre métropole. Super. Super. Merci beaucoup, Monsieur Hamon, pour les 2 éléments de réponse qui sont très clairs et très synthétiques. Du coup, je me permets de passer la parole à Emeline Baume. Désolée, visiblement, il y a un problème sur la slide. Pardon, donc de la métropole du Grand Lyon. Merci d'être parmi nous. Avant de vous laisser la parole, je me permets peut-être juste de revenir un peu sur ce qui se passe sur le territoire du Grand Lyon, avec notamment l'initiative récente Station R que vous soutenez, je crois, depuis 2019-2020. Pour revenir rapidement sur l'historique, il s'agissait d'étudier la création de nouvelles activités locales autour du réemploi. C'est une initiative qui a été portée notamment avec l'ADEME. Et donc, elle a donné lieu à différents groupes de travail animés localement par le 107.
Et donc, une des idées qui a émergé, c'est de créer une plateforme physique mutualisée entre les acteurs locaux du réemploi. Donc, de la même question pour vous, Emeline Baume, quel est le rôle porté par votre collectivité, par la métropole du Grand Lyon, vis-à-vis des plateformes physiques des matériaux de réemploi? Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit mon collègue de Rennes Métropole, et je suppose le Grand Paris sera sur la même lignée, c'est rassurant qu'on soit cohérent. Quand on est une collectivité territoriale, on a au moins 2 gros leviers. Je mets de côté le fait de respecter la réglementation nationale, ce qui va de soi, voire européenne. Le premier levier, c'est l'achat public, c'est-à-dire être au clair sur notre capacité à entraîner une filière à avoir recours aux matières, aux matériaux, aux secondes œuvres de réemploi. On s'attelle à ça de notre côté à la métropole. Deuxième sujet, comme l'a dit Laurent Hamon, être très volontariste dans la prescription. Je pense en particulier chez nous à une charte sur l'habitat durable, mais on a aussi des sujets avec l'immobilier économique. J'étais au MIPIM la semaine dernière et d'ailleurs le booster du réemploi a pu présenter son offre de service. Donc, je pense qu'une collectivité territoriale, une fois qu'elle a évacué, entre guillemets, son sujet de ses propres déchets, il y a quand même aussi de l'exemplarité là-dessus, il y a un sujet sur ses compétences habitat, logement, et ce qui ne relève ni de ses compétences, ni de ses déchets, mais qui relève de l'animation territoriale. Donc, comme l'a dit Laurent Hamon, et comme on l'a fait avec l'exemple de Station R, derrière lequel il y a l'ingénierie de projet d'une structure qui s'appelle le 107, qui en gros fait de l'accompagnement entre des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui en général sont très en avance sur les sujets zéro déchet, zéro gaspillage, pour pas parler de sobriété, de circularité matières et matériaux, et des acteurs de l'économie dite classique, en particulier de la maîtrise d'ouvrage privée. Ce qu'on retient de Station R, je tiens à le dire ici, mais c'est ce que vous avez noté aussi dans vos études, c'est le fait qu'il n'y a pas de modèle économique si on n'adosse pas ces plateformes à l'offre de services de curage. La deuxième chose qui est évidente, et vous l'avez dit aussi dans les conclusions de votre étude, c'est le fait de dire que les collectivités, elles peuvent être là avec du foncier mis à dispo. Je tiens à indiquer, c'est pour ça que je me suis permis de parler du MIPIM, que les acteurs économiques privés, les promoteurs en particulier, ont un sujet là-dessus, et c'est bien possible qu'ils y aillent aussi, qu'ils mettent à disposition du foncier, en particulier en cœur d'agglos denses, comme c'est le cas sur notre territoire, mais aussi en première couronne. Donc, je nous invite collectivement à les interpeller. Et après, on a le sujet en tant que collectivité d'accompagner des acteurs économiques qui intègrent ce sujet pleinement, ce sujet du coût carbone, mais aussi de l'inclusion sociale. Et je sais, en tout cas, de notre côté à nous, on a des cycles sur ces sujets-là. Je pense que c'est le cas aussi sur Rennes Métropole. Je ne sais pas de tête pour le Grand Paris, mais on a ce message aussi qu'on porte aux acteurs de l'ESS, qu'on peut les accompagner pour animer des dynamiques collectives sur nos territoires, dès lors que ça répond à des cahiers des charges publics et que ça permet d'accélérer les choses du côté privé. Voilà. Merci beaucoup, effectivement, pour ce retour. Et on voit qu'il y a des croisements et c'est logique qui s'observent entre les collectivités. Je vais maintenant laisser la main à Laurent Monnet, donc conseiller territorial délégué à l'économie circulaire chez Plaine Commune. Donc côté Plaine Commune, dès 2015, il a été réalisé une étude de métabolisme urbain avec une réflexion aussi sur le foncier qui a commencé en 2017 pour avancer sur ces sujets de plateforme. Vous êtes entré dans une phase un peu plus opérationnelle depuis maintenant 5 ans. Il y a 2 plateformes implantées sur votre territoire. Quel est du coup le rôle, Monsieur Monnet, que la collectivité a joué et qu'elle continue à jouer sur ces questions de plateforme? Oui, bonjour à toutes et tous et merci à nouveau pour cette invitation. Le rôle de la collectivité, effectivement, c'est à la fois d'être moteur et aussi facilitateur, notamment pour ces aspects logistique et en particulier l'identification de plateformes. Donc ça a été notre cas. Vous avez cité deux des plateformes dont on dispose sur le territoire, une à Saint-Ouen et une à La Courneuve, et en particulier sur cette dernière qui est opérée par un acteur associatif qui s'appelle Réavi. Effectivement, trouver
trouver l'endroit, l'espace n'a pas été forcément chose simple parce que trouver le bon endroit, c'est le fruit d'un ensemble de critères, notamment de disponibilité. Hein. On a besoin de terrain qui soit disponible pendant un certain temps. En tout cas, tant qu'on ne peut pas mettre en place des plateformes pérennes pour des raisons notamment de foncier, mais aussi économiques. Donc, à minima, trouver des plateformes transitoires, mais sur un temps suffisamment important, donc au minimum de 3 ans. Il y a des critères de taille, évidemment, des critères d'accessibilité de la plateforme, puis des critères environnementaux, de voisinage, etc. Et donc, pour identifier cette plateforme, le rôle de la collectivité il est important parce que on dispose en principe d'informations sur les fonciers disponibles, pas toujours tout seul d'ailleurs. Hein. On peut se faire aider notamment en Ile-de-France par des organismes comme Mapur qui peuvent nous aider à identifier ces plateformes. Et dans notre cas, dans le cas de la plateforme Réavis, voilà, l'identification n'a pas forcément été simple, mais elle a été facilitée précisément, comme vous avez rappelé, donc, notre projet de métabolisme urbain qui remonte maintenant à 2015 et qui a débuté par l'identification de grands chantiers, à la fois de déconstruction mais aussi de construction. Et c'est finalement grâce à l'identification de ces chantiers, en particulier de déconstruction, qu'on a identifié un site en déconstruction pour lequel on savait qu'on avait un temps devant nous suffisamment important pour pouvoir y positionner notre plateforme de réemploi. Donc, voilà, donc déjà un premier rôle de la collectivité, identifier le lieu, puis après, à nouveau être facilitateur dans le lien avec le propriétaire. En l'occurrence, là, il se trouve que le propriétaire était la scène d'aménagement du territoire, pleine commune de développement. Donc, je dirais que là, la facilitation a été élevée. La mise en relation, évidemment, avec le maire, bon, tout ça pour préparer le terrain. Tout ça étant fait, il reste encore la question du financement de la plateforme. Et là encore, Pleine Commune a été aidant et facilitateur pour l'association Réavis, puisque on a accompagné finalement cette association dans sa recherche de financement, et notamment auprès d'un certain nombre d'acteurs qui sont signataires d'une charte de l'économie circulaire que nous avons mis en place et que nous faisons signer aux promoteurs, aux aménageurs, aux constructeurs qui interviennent sur notre territoire depuis déjà quelques années. Et donc, on est allé voir tous ces acteurs en leur proposant d'aider au financement de la mise en place de cette plateforme qui les aide finalement aussi à répondre aux exigences de notre charte de l'économie circulaire. Et donc, là encore, cette charte, pour finir sur ce point, eh bien, c'est un des outils aussi pour le territoire, pour Pleine Commune, pour accélérer la transformation nécessaire sur ces aspects-là de réemploi, de recyclage notamment. Charte donc, que nous faisons signer aux nombreux intervenants de notre territoire, puisque vous le savez, on est sans doute un des territoires qui est le plus en mouvement à l'heure actuelle, avec d'énormes chantiers en cours, mais donc voilà, on a de nombreux opérateurs qui signent cette charte et donc qui sont intéressés aussi à pouvoir trouver une plateforme sur le territoire qui leur facilite le respect des exigences de cette charte de l'économie circulaire. Voilà, donc je ne sais pas si je suis assez complet là sur ce point. Je sais qu'il y avait une question sur le changement d'échelle de cette dynamique. Je ne sais pas si je réponds à ce stade, mais on va peut-être prendre les questions dans un second temps, histoire de finir le tour de table. Mais en effet, en tout cas, on commence à bien voir quand même de nombreux points d'attache, ou en tout cas de convergence entre l'enjeu de la prescription, de l'identification du foncier, de lien avec le propriétaire, etc. Je vous propose qu'on fasse l'exercice de synthèse un petit peu en fin, et on prendra les questions à cette occasion. Merci aussi à Monsieur Xavier Lemoine d'être parmi nous. Avant de vous laisser la parole, je me permets aussi de rappeler un peu ce qui se passe sur le territoire de la métropole du Grand Paris, avec une étude de métabolisme urbain qui a aussi été réalisée en début 2021
pour dimensionner les flux sur l'ensemble du territoire, un véritable souhait de déployer des plateformes centrées sur les matériaux de construction, plateformes physiques de réemploi, et donc aussi une phase qui se déroule actuellement d'identification des fonciers vacants à haut potentiel, des résultats qui ne sont pas forcément tous encore disponibles, mais qui ne devraient pas tarder à l'être. Le but étant de parvenir à dimensionner du coup les filières et de positionner les fonciers pour pérenniser l'activité. Du coup, de la même façon, je me permets de vous adresser la question du rôle porté par votre collectivité sur le déploiement des plateformes physiques des matériaux de réemploi. Okay. Merci. Permettez-moi tout d'abord de saluer toutes les personnes qui participent à notre réunion et de vous remercier, l'IFEB et du réemploi, pour cette initiative et cette invitation. Rapidement, la métropole du Grand Paris, donc c'est une intercommunalité dense et urbaine, je crois que ça va être une des plus denses, 131 communes, 7,2 millions d'habitants. Donc on est sur une échelle peu commune. Dès la création 2016, nous avons défini l'économie circulaire et solidaire, que nous avons d'ailleurs rassemblée en un même item, parce que pour nous, elles se répondent énormément l'une l'autre, comme une priorité de toute politique économique, mais bien au-delà de la métropole. Voilà. Alors, la construction chez nous, c'est porteur d'enjeux vraiment exacerbés. C'est 40% des matières consommées chaque année, c'est 75% des déchets produits. Et de surcroît, ceci ira en s'aggravant, ou en tout cas en augmentant pour rester neutre, au regard de l'effort de logement qui reste à faire sur cette métropole et des grosses infrastructures qui sont en cours et à venir sur ce même périmètre. Donc, obligation de développer une stratégie de sobriété et de bouclage des flux de construction à notre échelle. Donc, le sens du programme métropolitain pour la construction circulaire s'appuie sur 5 leviers. Faire évoluer les pratiques constructives en promouvant une charte métropolitaine pour la construction circulaire. Ce document sera prêt à peu près fin avril 2022 de cette année. 2. Guider les maîtres d'ouvrage via un code des solutions. C'est un guide pédagogique et annuaire des porteurs de solutions. Pareil, même échéance, fin avril 2022. Troisième élément, faciliter les synergies interchantiers via un outil numérique dédié. Alors, l'expérimentation est engagée avec Peine Commune, on vient d'entendre M. Monet, avec Est Ensemble, qui est un deuxième territoire de la métropole, et la ville de Paris. Le cahier des charges est publié et cette expérimentation commencera au second semestre de cette année. Quatrième point, faciliter l'émergence de plateformes physiques d'entreposage, reconditionnement, recyclage de matériaux de construction. Ça, c'est de notre plan de plateforme. Alors qu'elles soient nomades, temporaires ou qu'elles soient plus définitives, mais vous l'avez abondamment déjà traité avec un certain nombre d'items qui font qu'on rentre dans une catégorie et dans une autre. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et 5, promouvoir plus largement l'innovation appliquée à l'aménagement, que ce soit dans les usages, la conception, les modes constructifs ou les matériaux et les matériaux utilisés. Donc, on a un service à la métropole du Grand Paris qui s'appelle Innover dans la ville. Nous avons un partenariat avec l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée. Et puis, en cours de discussion, on y reviendra avec le CSTB et l'association Auré pour aller plus loin et surtout vulgariser, je dirais, ces pratiques, ces études, ces expérimentations pour que ça devienne une deuxième culture. Voilà. Et en ce qui concerne les plateformes de réemploi, sujet qui nous occupe plus particulièrement aujourd'hui, on intervient à plusieurs niveaux en coordination avec les communes, les territoires et puis bien sûr les entreprises du secteur sur 3 points rapidement. Soutenir l'émergence de plateformes pionnières comme cela a été le cas à La Courneuve, mais ça M. Monet vient de nous en parler, la plateforme de réemploi solidaire avec Réavi. Nous travaillons également à l'identification de fonciers potentiels mobilisables pour développer de nouvelles plateformes, donc sur un screen multicritères pour voir si c'est définitif, temporaire, etc. Et puis, contribuer à la sécurisation des plateformes existantes, en rassurant les maîtres d'ouvrage sur la qualité des matériaux issus de ces plateformes. Alors, partenariat en cours, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec le CSTB notamment sur ce sujet, mais ça devra s'élargir pour vraiment étendre l'influence de cela le plus largement possible. Voilà, très, très rapidement et sommairement ce que nous déployons au niveau de la métropole.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lemoine, pour ce retour et ces différents points d'accompagnement qui permettent de boucler cette question du tour de table sur le rôle porté, et on viendra effectivement sur les éléments de synthèse. Et puis, nous avons voulu souhaiter également, dans ce deuxième tour qu'on va initier, mettre en avant de manière un peu plus précise vos initiatives sur des questions un petit peu plus particulières. Je vais donc recommencer le tour par Monsieur Hamon, et notamment en lien, et je vois qu'il y a un petit souci de slide, voilà. Notamment en lien à l'exemple de la ZAC de la Courrouze. Il y a une plateforme physique qui est donc imaginée sur cette ZAC. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu plus les raisons qui ont fait que ce site était propice à l'accueil d'une plateforme logistique? Comment il a été identifié? Généralement, on identifie les choses à la fois d'un point de vue stratégique ou parfois aussi par opportunité. Il s'avère que les deux se sont un peu réunis. On a sur ce que vous appelez la ZAC de la Courrouze, c'est un écoquartier qui est sur Rennes et où nous avons un lieu qui est une friche industrielle, un site qu'on appelle Euroshelter, c'est les anciens arsenals de Rennes qui ont vocation, voilà, plusieurs années maintenant à disparaître, mais il restait encore des entreprises. Ces entreprises sont amenées à déménager. La métropole a fait l'acquisition de l'ensemble de cette friche industrielle et nous allons partir en rénovation de cette friche. Et nous avons profité de cette rénovation pour y installer une zone de réemploi qui est située en plus très proche de la rocade, de la ceinture de rocade de Rennes. Et nous avons également identifié une dizaine de sites que nous allons pouvoir étudier en termes de réemploi. Donc, on a à la fois ce site qui est en rénovation, donc qui va permettre d'utiliser cette plateforme de logistique qui est portée par Batirécup, j'en ai parlé tout à l'heure. Ils vont être là sur un espace-temps à peu près de 3-4 ans, physiquement sur ce lieu-là. Et nous avons ces 10 autres sites que nous avons identifiés dans la ville qui vont nous permettre de réduire notamment les coûts de logistique. Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les coûts de logistique peuvent être importants sur la question du réemploi. Donc, on a ces deux éléments très concrets qui vont nous permettre de voir cette zone de réemploi. Et puis, nous avions également un autre sujet qui est celui de la temporalité de mise en place de cette plateforme. La temporalité tombait bien puisque comme nous venons de faire l'acquisition, on pouvait également installer plus facilement cette plateforme. Alors, je précise que ça va être dans les nouvelles formes urbaines d'aménagement, c'est-à-dire que on profite de cet aménagement pour le faire de façon transitoire. C'est-à-dire que sur ce site, en plus, ça sera un haut lieu de l'économie circulaire rennais qui sera très porté sur des activités, et notamment Emilino en a parlé sur l'aspect très solidaire ou social. On va implanter beaucoup d'entreprises issues de l'ESS, plutôt dans une logique B2C, c'est-à-dire plutôt tournée vers les habitants. Mais comme on a du foncier disponible, on sait qu'aujourd'hui le foncier va être une denrée particulièrement rare, on va pouvoir également l'implanter sur ce lieu. En plus, comme on est tout près de la rocade, que c'était un ancien site industriel, on a toutes les infrastructures routières qui sont disponibles pour tout ce qui peut être au niveau des nuisances. Donc, ça va être le lieu nous semblait le plus propice. Ok, super. Merci beaucoup, Monsieur Hamon, sur le sujet des critères, un peu de ce qui a permis la convergence des facteurs qui a permis d'identifier ce site-là comme un site très propice. Je me permets du coup d'adresser aussi une seconde question à Madame Emeline Baume. Encore une fois, désolée pour le bug sur la slide. Quels ont été du coup les différents modèles de plateformes que vous avez pu tester? Où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de cette réflexion sur la pertinence des différents modèles de plateformes sur votre territoire? Je suis désolée, je vois que le temps tourne, donc si on arrive à faire une réponse en 2 minutes, c'est super. Ok. 6 cas concrets à vous apporter à votre connaissance quand on parle de réemploi. Le premier cas, c'est une plateforme
de retail de bordure et de voirie. Donc c'est voilà, c'est un objet, c'est une plateforme de réemploi en régie, voilà, qu'on a en interne à la métropole de Lyon, sachant que en interne on est nous-mêmes clients et fournisseurs. Deuxième cas, la question de la gestion des terres en fait, et on a une plateforme de stockage temporaire assez longue, hein, quand même 5 ans, qui nous permet de gérer toujours en régie, d'un chantier en régie à un autre chantier, le sujet des terres. Troisième cas qui est commun avec d'autres collectivités territoriales, le cas d'un accompagnement financier d'une plateforme privée qui fait autant du B2B que B2C, que vous pouvez facilement trouver sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Mineka. Voilà. Quatrième cas, le cas qui a été illustré tout à l'heure, le cas de Station R. Donc là, on est un projet qui permettait de travailler à une plus grande échelle que Mineka, donc le cas que je vous présentais juste avant, et qui nous indique en gros que la rentabilité, elle se trouve dans l'offre de service au moment du curage et sur le sujet du foncier. Cinquième cas, des plateformes de réemploi privées qui commencent à se positionner un peu partout sur le territoire. J'en citerai une, c'est Made in Past, qui se situe à l'extérieur de notre territoire parce qu'elle est sur Loire-sur-Rhône. Donc, ils ont dû trouver du foncier et du stockage un peu plus loin, mais on a aussi la dynamique autour de Cycle Up, pardon. Et sixième et dernier cas, qui est le cas que nous travaillons et là où nous posons notre responsabilité, notre volontarisme politique, c'est sur une animation territoriale pour arriver à ce que travaillent aussi les collègues, de ce que j'entends ailleurs, donc une plateforme physique et numérique de mutualisation pour du réemploi. On a réuni l'ensemble des parties prenantes du territoire le 4 mars dernier, y compris les assureurs, je tiens à le dire. Et notre idée est d'atterrir sur quelque chose qui peut-être compléterait une SIC qui est déjà sur le territoire, peut-être qui se fera autrement, juste avec du numérique. On verra, on reviendra vers vous. Mais c'est le sixième type, on va dire, de plateforme de réemploi qu'on travaille. J'espère que j'ai tenu les 2 minutes. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces différents modèles effectivement de plateforme. Et donc, on va donner maintenant la main à Monsieur Monet côté pleine commune. Donc, il y a aujourd'hui aussi des premiers essais qui ont été menés sur votre territoire. Comment vous voyez les prochaines années? Quelle est votre vision pour massifier et mailler le territoire à votre échelle? Alors, comment on voit les prochaines années? Il y a quand même quelques signes là qui sont assez marquants ces derniers temps et qui peuvent je dirais, favoriser aussi l'accélération et le changement d'échelle sur ces sujets d'économie circulaire sur nos territoires. Mais j'ai eu l'occasion là de rencontrer pas mal de professionnels du bâtiment ces derniers temps. Et vous le savez tous, je pense, il y a quand même aujourd'hui une tension sur pas mal de ressources et de matériaux qui devrait nous conduire à accélérer ces sujets de réemploi sur nos territoires. Ouais. Et peut-être aussi de favoriser l'équilibre financier, l'équation économique de mise en place de ces plateformes. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, effectivement, on a des plateformes qui sont temporaires, mais la plateforme Réavis, elle est d'ores et déjà un petit peu au bout de son bail, entre guillemets, si je puis dire, et on est déjà en recherche du prochain terrain pour la réceptionner. Et on voit bien que ce n'est pas forcément satisfaisant. Donc, on cherche évidemment naturellement à pouvoir pérenniser ces plateformes. Je dirais que pour tout territoire, comme aujourd'hui on a entre guillemets des déchetteries, il serait légitime que très rapidement on ait sur nos territoires aussi ces plateformes pérennes qui assurent le réemploi régulier des matériaux issus de nos transformations en quelque sorte. Et pour ça, notamment sur le territoire de pleine commune et notamment à l'établissement territorial, on a procédé dernièrement à une réorganisation intéressante avec notamment au sein du département ville durable qui gère ces questions d'aménagement, la création d'une direction de la stratégie opérationnelle au sein de laquelle cohabitent à la fois une équipe en charge de la transition écologique et une équipe en charge de l'identification des fonciers, parce que au-delà des fonciers dont on a besoin pour ces plateformes d'économie circulaire, eh bien, on a aussi besoin de fonciers pour le développement de l'agriculture urbaine, pour un autre
un certain nombre d'autres usages liés à la transformation écologique. Donc, avoir au sein de la même équipe, finalement, ces compétences sur la transformation écologique, l'économie circulaire et la stratégie foncière, finalement, ça, c'est une forme de garantie que on considérera bien ces nouveaux besoins du territoire à l'avenir. Et puis, je dirais, au-delà de ça, on a évoqué la plateforme numérique qui, elle aussi, doit permettre d'optimiser ces plateformes en réduisant finalement ces plateformes. Elles ont une vocation à la fois à la remise en état des matériaux récupérés à leur recyclage, mais parfois, l'enjeu, c'est aussi d'accélérer le passage entre un chantier de déconstruction et un chantier de construction. Et ça, la plateforme numérique doit nous aider à accélérer sur ces sujets-là. Et puis, je dirais enfin, ça a été évoqué par Xavier Lemoine tout à l'heure, il y a un enjeu aussi d'élargir. On ne trouvera pas forcément les solutions foncières uniquement au sein de nos territoires. Et donc, il faut élargir la focale, si on peut le dire comme ça, et regarder aussi à l'échelle de la métropole, de travailler de manière cohérente entre les territoires au niveau métropolitain, parfois peut-être au-delà de la métropole aussi, de pouvoir avoir des plateformes qui sont en proximité, certes, mais pas forcément sur nos territoires. Merci beaucoup. J'ai rien que moi plusieurs questions à poser à chacun, mais du coup, je voudrais pas spoiler la fin du tour de table, donc je vais les garder pour la suite. Du coup, dernière question pour Monsieur Lemoine. Cécile, il manque la question. Quels sont les critères, oui, qui ont été retenus en effet pour l'identification des fonciers? Ce que vous nous disiez tout à l'heure parmi les champs d'action, c'est qu'en effet, il y a plusieurs identifications de fonciers qui sont en cours. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel foncier sont plus aptes selon les études que vous êtes en train de mener pour être retenus par la suite? Peut-être aussi la question du lien avec les besoins un peu plus larges du reste du territoire. Est-ce que ça fait partie des données d'entrée que vous prenez en compte? Merci de cela. Alors, je serai un peu en amont de ce que nous avons pu entendre de la part des orateurs précédents qui sont déjà dans le faire, et tant mieux. Donc, pour ce qui nous concerne, cette fameuse étude de métabolisme urbain que vous avez mentionnée tout à l'heure nous a permis de coupler deux approches complémentaires pour localiser donc ces fonciers susceptibles d'accueillir de nouvelles plateformes. Alors, la première approche a été développée par l'APUR, atelier parisien d'urbanisme, qui maintenant sort de ses frontières depuis quelque temps déjà, qui nous a permis d'identifier des fonciers temporaires en exploitant une base de données relative aux projets d'aménagement. Ça fait tout de même, à l'échelle de la métropole, c'est pas inintéressant, 296 sites identifiés comme potentiellement, voilà. On verra ensuite quand on rentre dans les critères, on est un peu dans une méthode d'entonnoir et il en ressort, c'est comme l'élixir, entre les pommes qu'on met et l'élixir qu'on récolte, les volumes ne sont pas les mêmes. Donc répartis selon leur taille et la durée de leur disponibilité avant et au-delà de 2025. La deuxième approche a été faite par l'IAU, c'est l'Institut d'aménagement urbain, qui a plutôt une compétence d'ordre régional et qui a fait un petit zoom sur la métropole ou un grand zoom sur la métropole pour identifier ce qu'on appelle les fonciers nous pérennes, terrains vacants ou friches. Et il y a eu 404 sites identifiés, pondérés bien sûr en fonction de leur taille, de leur potentiel d'économie circulaire. Et puis si on doit rentrer effectivement de manière plus spécifique sur les critères, c'est la surface qui induit donc les usages potentiels, de la petite ressourcerie à la grande plateforme de concassage de matériaux inertes, le voisinage, proximité des zones d'habitat, qui complexifie l'installation de certaines plateformes. On est quand même en zone dense urbaine. Le voisinage, je l'ai dit, pardon, le zonage en fonction des possibilités ouvertes ou pas par les PLU ou PLUI des territoires, l'accès logistique routier fluvial, ça a été largement évoqué avant, proximité avec les chantiers, et complémentarité avec l'offre de proximité existante lorsqu'elle est là. Et puis, une autre variable concerne le modèle économique des plateformes, notamment celle dédiée à l'entreposage, reconditionnement des équipements et matériaux de seconde œuvre. Il y a eu un exposé parfait tout à l'heure qui traitait de cela, avec deux grandes tendances pour ce qui nous concerne. Les plateformes multimatériaux potentiellement mobiles et situées au plus près des chantiers de déconstruction,
et puis des plateformes monomatériaux à l'image de ce qui se fait par Mobius, l'entreprise Mobius, qui tend à industrialiser le reconditionnement, par exemple, des dalles de faux planchers techniques à Rosny-sous-Bois. Voilà. Donc tout ça, double approche, et puis un maillage, un screening par entonnoir, et puis on verra ce qu'on a réellement à sortir, à développer. Il y a un travail aussi de persuasion des élus, une action très en avance. Est-ce que Ensemble, les peines communes sont vraiment les locomotives en ce qui les concerne? Je ne suis pas sûr que tous les territoires soient aussi sensibilisés que cela. Donc c'est aussi le rôle de la métropole de prendre en compte cet argument-là et cet élément-là. Voilà. Super, merci beaucoup, notamment pour l'enjeu de persuasion. On est bien convaincus du même sujet. Il nous reste 2 minutes, donc on a eu pas mal de questions. On a quand même quelques éléments de synthèse à vous proposer, et quelques propositions pour la suite. Peut-être qu'on fera du coup une session questions-réponses par une petite foire aux questions pour la suite. Cécile, est-ce que ça te va? Comment tu vois les choses? Oui, je pense que c'est le mieux. Je propose qu'on termine la présentation, histoire d'aboutir effectivement à ces éléments de synthèse, si on a quelques minutes pour prendre des questions, et sinon, ça sera dans un second temps avec cette FAQ qu'on pourra retransmettre. Alors, peut-être déjà, si on fait le point et la synthèse, je pense que ce qu'on avait préparé retranscrit à peu près les différents éléments évoqués par les 4 collectivités. Il y a un premier levier qui se passe dès le niveau des marchés, d'intégrer le sujet du réemploi dans les marchés pour s'assurer déjà que il y ait une initiative qui soit lancée dès le début, et c'est ce qui va permettre ensuite de générer un peu tous ces flux et lancer la machine, si je puis dire, pour avancer et massifier le réemploi. On l'a vu, dès qu'on arrive à un certain niveau de flux, il y a la mutualisation de la logistique qui doit être fortement étudiée, puisque les coûts de logistique sont extrêmement importants et peuvent remettre en cause la viabilité du recours au réemploi. Cette mutualisation, donc, c'est une opportunité pour essayer d'optimiser ces coûts, aussi bien entre les différents acteurs, fournisseurs éventuellement du neuf et du réemploi. C'est une question qu'on ouvre et qui peut être une opportunité sur laquelle avancer. Et puis, bien sûr, l'ensemble des acteurs orientés côté réemploi, qu'ils soient publics ou privés. Pour avancer sur ce sujet de mutualisation, il reste ce sujet du foncier et de la capacité à mettre à disposition des lieux de stockage, soit temporaires pour des actions qui sont ciblées dans le temps ou sur une zone géographique, soit à terme plus pérennes, avec les questions qui ont été soulevées, de trouver le bon modèle économique qui pourra rendre viable cette activité, même si l'actualité et l'envolée des coûts de matériaux aura tendance aussi à rendre cette opportunité plus viable. Il y a en tout cas cette question à se poser, et même l'aspect temporaire, on le voit, nécessite au moindre, je dirais, mise en place de dispositions, qu'elle dure un minimum pour être viable. Et enfin, vous l'avez vu, les 4 collectivités se sont engagées et soutiennent aussi les acteurs qui proposent une offre. Il y a eu des appuis de certaines associations qui étaient présentes sur le territoire, d'un certain nombre d'acteurs. Tous ces acteurs qui veulent avancer, ils ont également besoin de cette aide des acteurs publics pour pouvoir mettre à bien leur projet, aussi bien pour le lancer, le viabiliser, que trouver le bon site qui permettra d'accueillir leurs propositions de services. Donc, c'est les 4 grands leviers nécessaires et indispensables. Et bien nous, en interne, effectivement, aussi bien A4MT que IFPEB, on souhaite aussi avancer pour essayer d'aider les différents acteurs sur ce chantier. En effet, donc on se rend bien compte de tous les enjeux qu'on a pu traiter aujourd'hui, donc c'est absolument essentiel que tout le monde s'y mette. Donc on a bien envie aussi de mettre le pied à l'étrier. Côté booster du réemploi, ce qu'on va étudier dans les mois à venir, c'est la mise en place d'un dispositif logistique qui serait sous forme de prêt d'espace permettant de stocker les matériaux. Donc ça, entre maîtres d'ouvrage publics, privés, avec l'aide des pouvoirs publics locaux et de potentiels industriels. Donc on va avancer, nous, sur le prochain semestre sur ce sujet-là. Donc rendez-vous en septembre pour voir quel dispositif pourrait être mis en place de manière à être mis sous format de partage et d'entraide à disposition des maîtres d'ouvrage pour stocker les matériaux.
Et puis côté IFPEB, l'enjeu sera vraiment de s'assurer que l'accélération du volet logistique avec l'arrivée notamment des nouvelles filières REP permet bien d'aller dans le bon sens vis-à-vis de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Voilà, merci à tous pour votre attention. On va donc vous diffuser bien sûr le webinaire. On a beaucoup de questions à traiter, navré de ne pas avoir eu le temps, donc on fera un post de traitement et potentiellement de la mise en relation si on n'a pas les réponses à l'ensemble des questions qui ont pu être citées. Et puis on a préparé un petit document à destination des élus et des collectivités qui ont bien voulu se joindre à nous aujourd'hui, peut-être aussi pour préparer un futur échange plus long sur ces sujets, puisque les maîtres d'ouvrage nous sollicitent très largement. Et donc, on vous a proposé une petite note de synthèse, on vous la fera parvenir pour pouvoir échanger plus largement avec vous sur ces différents points. Merci à tous et navré pour le timing serré. Merci encore et à très bientôt pour de prochains échanges avec des enjeux et un beau challenge qui nous attend. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.